ça a été développé ce concept plus pour identifier des criminels, mais la phrase c'est follow the money. Donc moi je pense que dans une entreprise, pour regarder aussi les processus, c'est regarder où est-ce que l'argent est fait, où est dépensé. Et là il faut qu'il y ait des processus. Si on fait de la recherche, l'intelligence artificielle généralement va nous donner, renforcer les choses qu'on a envie. Donc avoir la présence d'esprit d'après se dire, après une analyse ou une conversation AI, de se dire mais en fait pourquoi j'ai tort et pourquoi ça marcherait pas, c'est intéressant d'avoir cette présence d'esprit. C'est un petit truc que j'ai comme ça parce qu'il faut l'exprimer, c'est pas une science, mais ce que j'ai l'impression de mon expérience que j'ai remarqué, quand on commence à être plus de 20%, faut décider beaucoup plus vite, beaucoup plus de fréquence. Quand on est à 10 ou 8% de croissance, on n'a pas besoin de la même intensité, forcément de décision. Bienvenue dans Process Advantage, le podcast où je donne la parole à des entrepreneurs et experts qui ont mis en place des processus utiles afin de booster le développement de leur entreprise. Dans cet échange, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Tondeur. Il est CEO de MCI Group, une agence internationale d'engagement et de marketing née en Suisse en 1987. Elle allie talent, technologie, créativité pour accompagner la transformation des marques et des organisations à l'ère du numérique. Sébastien Tondeur a été lauréat du prix Entrepreneur of the Year en 2011 en Suisse dans la catégorie commerce et services. Il a fait évoluer l'entreprise familiale qui comptait 30 collaborateurs en un leader mondial de l'événementiel avec plus de 2500 collaborateurs et des activités étendues au conseil stratégique et à la communication digitale. Sous sa houlette, MCI Group est devenu un acteur global présent dans 31 pays avec un chiffre d'affaires pour 2024 avoisinant les 500 millions de francs suisses. Son objectif du moment, ou l'un de ses objectifs du moment pour le groupe MCI, est d'atteindre la neutralité carbone selon les accords de Paris, et ceci d'ici 2050. Il investit également dans l'intégration de l'intelligence artificielle afin d'optimiser la productivité et de développer des solutions technologiques qui sont propres au groupe MCI. Sa vision, When people come together, magic happens. Accrochez votre ceinture, c'est parti. Cet épisode a été enregistré en plein centre de Lausanne, en Suisse, dans les locaux de Gessiform. En plus de la mise à disposition du matériel audio et vidéo, Gessiform vous accompagne dans vos réalisations numériques. Le lien est en description. Merci Sébastien pour ta présence et le temps. On rentre direct dans le vif du sujet. Quelle est l'influence de tes parents sur ton parcours ? Bon, on se pose toujours plein de questions par rapport à ça. Moi, je pense à la fin, c'est résumé dans deux choses assez simples. C'est rêver et avoir du plaisir dans la vie. Donc, je crois que c'est les deux choses que je retiens de mes parents. Donc, créer des projets et les ambitionner pour d'y arriver, se donner les moyens pour y arriver, et puis que tout est possible. Et de l'autre côté, à la fin, le plus important dans tout ça, c'est d'être heureux. Donc même si peut-être il y a des projets parfois qui ne réussissent pas, peut-être c'est juste un parcours, c'est un premier virage. Et à la fin, il faut tout faire pour être heureux. Donc je pense que c'est les deux choses qui viennent à l'esprit. Excellent. En échangeant un peu avant avec toi, j'ai entendu un mot qui me permet d'identifier si les personnes sont plutôt dans un mindset de croissance, c'est « pas encore ». Ouais. Et tu l'as dit en parlant du livre, je n'ai pas encore écrit un bouquin et j'ai vraiment l'impression que tu l'incarnes très bien, cette notion de croissance, de se développer. Et dans une interview que j'ai écoutée récemment de toi, alors l'interview il n'est pas récent, hein, il date de 2021, je pense 2022. Tu dis au bout d'un moment que ton papa était plus intuitif parce que tu as rejoint au bout d'un moment le business familial quand vous étiez une trentaine. Lui, il avait plus ce côté intuitif. Toi, tu as plus ce côté structure. Première question, est-ce que la structure pour toi c'était inné ou est-ce que tu l'as apprise ? Bon, il y a une histoire à ça. C'est une période où mes parents sont nés qui était plus hippie, croquer la vie à pleines dents. Donc,
pas d'études en fait du côté on va dire des fondateurs du groupe initialement, dont mon père faisait partie, il y avait 4 fondateurs. Et puis de l'autre côté, moi qui voilà, le monde c'est compliqué, il faut faire des études. Et puis j'avais un grand rêve des États-Unis. Je suis moitié canadien, donc la culture anglo-saxonne m'a toujours attiré, le monde du business. Je lisais 5 majeurs, qui est un magazine de basketball, donc j'aimais les États-Unis. Et puis voilà, j'ai fini mon parcours en prenant un avion, comme un peu dans les films, $1000 en poche, avec les parents quand même dans le background pour payer les études, arrivé à Boston, et donc j'ai fait une business school. Et cette philosophie d'apprentissage américaine m'a bien fité. Donc c'est pas le par cœur, c'est beaucoup de papier, de recherche, de thèse, du travail en équipe, des présentations, plutôt que du par cœur, du contrôle. Je dis toujours, on a le droit au bouquin. Dans le test de maths aux États-Unis, puis mes amis à Paris, en HEC, devaient apprendre la formule par cœur. Donc une culture d'apprentissage qui m'a bien fité. Et donc voilà, donc naturellement, on va dire un apprentissage de la vie. Et puis j'ai eu d'une génération, et ma génération, c'était quand même des études. Donc j'ai fait des études. Donc on apprend la structure. Et par rapport à cette structure, au bout d'un moment, justement, tu as rejoint l'entreprise et on en reparlera plus tard. Il y a eu un grand développement, mais dans cet échange, dans ce podcast, justement, tu expliques que tu ajoutes de la structure. C'est-à-dire, il y a ton papa qui a ce côté intuitif, toi, tu vas aller dans la structure, mais comment est-ce qu'on met de la structure dans une boîte? Par où ça commence quand ça grandit à l'international, plusieurs types de cultures, plusieurs marchés, plusieurs langues. Par où ça commence, cette structure? Ça commence un peu, je ne sais pas si on peut dire avec l'ego ou vouloir faire sa place. Voilà, c'est peut-être ça le mot, vouloir faire sa place. Ça fait, je ne vais pas imiter la direction qui est déjà en place, donc on a envie de se faire un prénom. Donc on va chercher où il y a des faiblesses et naturellement on va aller dans les portes entrouvertes. Et l'opportunité, elle était dans ce côté structuration. Parce qu'il y a de l'intuition, il y a une bonne connaissance des clients, du marché. Après, moi, qu'est-ce que je voyais? Les départements achats qui commencent à rentrer dans la relation client. Donc ça, c'est structure, des questions, comment vous protégez vos données, comment vous achetez les services, comment vous recrutez, comment vous développez vos talents. Donc tout ça naturellement. Donc voilà, je me suis engouffré dans ce côté-là. Et ça passe donc aussi par une intuition de se dire, tiens, il y a où une place pour se faire un prénom? Et de l'autre côté, comment exécuter autour de cette place pour se faire un prénom? Et ce côté, c'était l'exé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ce que j'ai appris à l'école, j'ai commencé à downloader des bouquins, j'ai commencé à downloader des études de cas et j'ai commencé à me former sur les processus, la structure, l'organisation et puis après, l'opportunité de les mettre en place dans l'entreprise. Super intéressant. Dans ce parcours, alors je ne sais pas exactement à quel moment il y a eu ce travail sur le sens, sur le why, comme on pourrait l'appeler. Moi, ça m'intéresse. J'ai aussi lu le livre de Simon Sinek, qui est un livre inspirant. Et en plus, là, maintenant, j'ai l'opportunité d'être... j'ai l'impression de me rapprocher de Simon Sinek, parce que toi, tu l'as côtoyé. Mais je me demande toujours, est-ce qu'il y a eu, toi, personnellement, en tant que CIO, et aussi en tant que papa, en tant qu'humain, en tant que citoyen, est-ce qu'il y a eu un avant-après la découverte du why? Je suis pas sûr. Parce qu'en fait, je crois que j'étais toujours clair. Je l'ai dit tout au début quand on a commencé l'interview. C'est où on a commencé, c'est avoir des projets dans la vie, de les réaliser et à la fin d'être heureux. Donc, en fait, le why, j'étais un peu tout le temps au clair là-dessus. Et l'entreprise se développe comme ça aussi. Des projets, essayer de les faire. On ne va pas parler d'un projet qu'on n'a pas envie de faire en vrai. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est que d'être dans un certain équilibre et puis qu'on soit heureux et que la société fonctionne bien. Maintenant, où il y a eu une valeur ajoutée, pas négligeable, il est dans l'expression de ce why. Donc avant, donc à la fin, ça finit sur une phrase: When people come together, magic happens.
Et ça là fait du sens par rapport à nos métiers. On est dans les métiers de l'événementiel, des rencontres. Alors j'ai du bol, c'est un peu similaire à la vraie vie. La vie, c'est aussi des rencontres, des gens ensemble. Donc en fait, c'est l'idée des gens ensemble vont plus loin que quelqu'un tout seul. Sauf Mike Horn peut-être. Mais donc voilà, ça, je pense le après était plus donc une expression écrite, ce qui n'est pas négligeable, parce que je pense que c'est important de mettre les choses par écrit, sinon ça n'existe pas. Donc en fait le why est devenu tangible de fait par ses écrits. Et je pense que c'est peut-être ça la différence pour l'après, parce que vu que c'est tangible, c'est écrit, donc on peut faire quelque chose à plusieurs sur l'exécution. Parce que si c'est que dans notre tête, tu peux pas deviner qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc quand c'est par écrit, tout à coup on peut rassembler autour d'un écrit et se projeter ensemble. Et donc c'est aussi plus facile, je présume, de prendre des décisions en tant que directeur, en tant que leader. Si tout d'un coup on se dit, dans le doute, on est tiraillé en deux décisions, c'est le fil rouge. C'est le fil rouge. C'est ça. Intéressant. J'en profite pour sauter sur cette perche, parce que tu parles d'être heureux. Tu crois pas en... Peut-être ça a changé, mais en tout cas il y a quelques temps, tu croyais pas en ce terme équilibre vie pro, vie perso. Tu parles plutôt d'intégration. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue par rapport à ça. On joue un peu sur les mots, mais parfois... je dirais qu'il y a une définition qui peut être perçue quand on parle d'équilibre. Donc, je trouve que des fois, ça donne la sensation du yin et du yang, noir et blanc, c'est-à-dire avant, après. Je travaille, j'arrête de travailler. Et en fait, moi, je vois plus ça comme un flux continu. Donc en fait, c'est ça que j'exprime par l'intégration. Donc si on a une ambition d'être sportif, j'aime faire du sport, et c'est pas compatible le matin avec mon travail, donc je vais le faire à midi. Donc c'est ça, cette question d'intégration. C'est pas dire, ah mince, moi je veux faire du sport le matin, zut, j'ai des téléphones le matin parce que j'ai des bureaux en Asie. C'est un choix. Donc maintenant c'est un choix. Je peux arrêter de travailler avec l'Asie parce que je veux plus que ça me perturbe, parce que je veux faire le sport le matin. Donc c'est une question de prendre toutes les pièces du puzzle et de les composer pour qu'elles fitent. En fait. Donc c'est ça que je veux dire par l'équilibre. C'est pas 9h, 18h on travaille et puis après on travaille plus. Pour moi, c'est un flux, je vois ça comme un flux continu. Et c'est pas sur une journée, c'est sur un mois, un an, 2 ans. Bien sûr. Donc c'est plus c'est ça que j'exprime par cette question ce terme intégration plutôt qu'équilibre. Mais en fait, à la fin, on dit la même chose. Mais je joue un peu sur les mots. Bien sûr, mais les mots sont importants à préciser parce que souvent, moi j'ai l'impression que les mots, ils ont une définition officielle dans le dictionnaire, mais quand on discute avec des gens, chacun a un peu, tu sais, c'est un peu ses mots valises, le respect, qu'est-ce que ça veut dire, l'amour, qu'est-ce que ça veut dire, s'organiser, qu'est-ce que ça veut dire, productivité, qu'est-ce que ça veut dire. Et je trouve que c'est intéressant de définir les concepts. Et on reviendra sur cette partie d'intégration parce que tu as des routines, parce que tu as des systèmes, parce que tu as des process, et ça m'intéresse de voir en fait qu'est-ce que tu as mis en place pour durer aussi, c'est-à-dire avoir de l'énergie, parce que dans ce domaine-là, il faut avoir de l'énergie. En tant que leader, il faut avoir de l'énergie, et donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue par rapport à ça. J'aimerais revenir sur l'une des valeurs, alors j'ai peut-être mal traduit, l'esprit d'entrepreneur, une des valeurs du groupe, et au bout d'un moment, tu dis, l'entrepreneur, il faut regarder pour la prochaine opportunité, mais d'une manière calculée. Est-ce toi, tu as un processus de prise de décision? Parle-moi de la prise de décision. Comment tu prends des décisions importantes à ton niveau? Parce que tu as beaucoup d'opportunités en fait. Donc, comment tu évalues tout ça? Alors peut-être 2 réponses. Je fais pas d'ordre particulier. Mais le premier... en fait, quand il y a une opportunité, j'avais lu une phrase une fois, alors c'est en anglais, on peut se permettre des anglicismes peut-être parce que je pense que la plupart peuvent suivre. C'est « When faced with an opportunity, make it a who question ». Donc en fait, quand il y a une opportunité, qui va la prendre cette opportunité? Donc en fait, dans les équipes, si quelqu'un vient puis me dit « Tiens, faudrait faire ci, faudrait faire ça », donc qui va le faire? Puis alors, on se regarde... personne, donc est-ce que c'est vraiment une opportunité si personne peut exécuter dessus? Et puis ce que on recherche aussi par le qui dans une opportunité,
ça va être parce qu'il va falloir y mettre du cœur aussi pour réussir. C'est pas que de la technique. Il faut mettre de la passion aussi dans ce qu'on fait. Donc en fait, ça c'est la première chose qui me vient à l'esprit avec ta question. La deuxième chose qui me vient à l'esprit avec ta question, c'est que justement d'avoir commencé dans une entreprise qui était donc une start-up, on va dire, 30 personnes. Aujourd'hui, on appelle ça des start-up ou scale-up, comme on veut. C'était là où on était. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, la meilleure chose, c'est déjà, de mettre les choses par écrit. Parce qu'un écrit reste. Si on parle en comité de direction, en équipe de projet, tout le monde mais moi, tu as dit ça, parce que j'ai dit ça, je pense, on va revenir à l'écrit. Qu'est-ce qui a été écrit ? On l'a tous validé, l'écrit. Et autour de cet écrit, après, quelle est la gouvernance qu'on met en place ? Donc, c'est de pas être, donc de décider en équipe. En fait, c'est ça. Donc, il y a des échelons de décision. Tout en haut, le conseil d'administration. Tout en bas, on va dire des équipes de projet. Et tout ça doit travailler ensemble pour avoir des décisions. Donc, pour nous, c'est de nous assurer qu'au bon comité a les droits de décider. Donc, on a un document de gouvernance qu'on a écrit, qui dit à chaque échelon quels sont les pouvoirs de décision de chaque échelon. Tu me fais penser à un ami qui disait « Tout ce qui s'écrit avant ne se crie pas après ». Ouais. Super. C'est ça. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est vraiment quelque chose de... Cette priorisation, j'ai lu des bouquins sur le sujet, ça reste quand même un sujet complexe. De prendre les décisions, de se dire, ok, est-ce qu'on va plutôt partir sur A, plutôt sur B, plutôt sur C et donc en fait... Et on fait plein de fautes, hein. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pas parfait, le processus. On rate des trucs. Bien sûr. C'est quoi l'une des fautes les plus... à laquelle tu penses là, ou quelque chose t'aurais fait différemment avec le recul ? Non, mais ce qui me fait penser, on parle toujours de ces exemples, et on a sûrement eu, si on analyse le parcours d'entreprise, mais on parle de Kodak qui était le spécialiste de la photo puis qui n'a pas voulu aller vers digital, ou je ne sais pas exactement les tailles. On parle de IBM aurait pu être Microsoft ou Google, ou je sais pas, ou Apple, exactement, tous ces exemples-là. Il y a des fois des choix, on ne peut pas poursuivre aussi toutes les opportunités, parce que quand on est actif dans un domaine, il y a des sous-domaines, et puis tout à coup, il y a peut-être des petites spécialités qui s'ouvrent, une digitalisation. Nous, aujourd'hui, si je prends un exemple, donc on est dans l'organisation d'événements, il y a plein d'outils informatiques qui aident à la productivité et à l'efficacité de la production d'un événement. À un moment ou à un autre dans notre vie, ces outils-là, on les avait custom développés. Donc on les avait développés. Une macro dans Excel, une base de données Access, plus tard dans le .NET, etc. Un choix conscient, juste ou faux, de se dire on n'est pas dans le business du développement de software, il faudrait créer une nouvelle boîte. J'aurais pu créer une nouvelle boîte pour développer. Et nous, on décide, on va rester dans notre ligne, sur notre route, et on décide de pas, parce qu'on peut en créer à l'infini des boîtes. Mais après, c'est le temps, l'exé, les ressources, les moyens, les gens. Donc voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit avec ce point. Et justement, toi, dans la prise de décision, on va rester là-dessus parce que je trouve ça me parle. S'il y a un truc auquel... qu'est-ce qui te fait ralentir sur une prise de décision ? Où tu te dis, attention, là, on va trop vite. Est-ce qu'il y a des indices comme ça, avec l'expérience que tu as, qui te dit, attention ? Il y a deux choses, je pense. Un, on dit qu'il faut écouter son petit doigt. C'est quelque part, parfois j'ai appris, il y a une décision à prendre, c'est se poser, dire comment je le sens, ce truc, le feeling, et puis juste s'écouter, d'avoir un feeling. Je dis là, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas encore, donc là, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai un doute, c'est d'en parler avec un collègue, mon COO, mon CFO, mon chairman, mon board, un directeur qui connaît ce service si c'est là, le directeur de clientèle si c'est par rapport à un client, et d'échanger pour clarifier jusqu'à ce que it feels good. Donc premier point.
Deuxième chose où il faut être vigilant, c'est que des fois la vitesse, ah c'est bon, on a décidé, et puis il y a des choses, on sait, ça va pas vite. Je veux dire, je prends un exemple, on fait une acquisition, ça se fait pas en une semaine une acquisition. Quand ça commence à aller vite, ah c'est bon, la due diligence elle est faite, c'est bon. Non, c'est pas possible. Une due diligence, attendez, on ralentit pour acheter une société quand même, analyser les finances, ça prend un petit moment, c'était qui le partenaire, etc. On revient un petit peu, puis on dit attendez. Revenons en arrière. Donc en fait, c'est quand on voit que le processus de décision n'a pas été forcément respecté. Donc ça, on le voit aussi, d'accord. Donc ça va un peu, quand ça va un peu vite, il faut jamais prendre des décisions parce qu'en fait le temps presse. Alors encore une fois, des fois oui, Bien mais ça doit pas être tout le temps vite les décisions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui joue pas. Il y a quelque chose qui joue pas. Intéressant. Ça me fait penser à... Je crois que c'est Mark Manson qui disait "If it's not a focus, it's a no". Alors après évidemment, mais bon, ça c'est encore autre chose. Bien sûr. Parce que des fois, il y a un yes, mais après dans le yes, il y a beaucoup d'étapes pour aller jusqu'à. Parce que c'est quoi le but d'une due diligence? On prend un exemple d'une acquisition. Je prends toujours cet exemple-là, ou d'un pitch client quand on décide d'aller de faire une offre pour un client. Il y a beaucoup d'étapes. Peut-être que parfois, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte, le brief peut-être n'était pas si clair que ça, on n'est peut-être pas le bon partenaire. Alors ça c'est le cas extrême. Dans une acquisition, on ne fait pas une due diligence pour nous prouver qu'on a raison. On cherche qu'est-ce qui ne va pas pour être sûr qu'on veut le faire. Et en fait, ce n'est pas le même mindset de faire. C'est se dire, ok. On ne check pas pour faire, on check pour pas faire en fait. Ouais, pour un peu aller à l'encontre de ce biais de confirmation. Exactement. On est là, ouais, c'est bon, on y va. C'est comme on parlait, alors je saute un peu, mais on parlait d'intelligence artificielle en entrant avant le podcast. Si on fait de la recherche, l'intelligence artificielle généralement va nous renforcer les choses qu'on a envie. Donc avoir la présence d'esprit d'après se dire, après une analyse ou une conversation AI, de se dire mais en fait pourquoi j'ai tort et pourquoi ça marcherait pas, c'est intéressant d'avoir cette présence d'esprit. C'est vrai que l'intelligence artificielle veut te faire plaisir pour que tu continues de payer, pour rester abonné chez ChatGPT et ce genre de choses. Intéressant. Vous avez plusieurs entités dans le groupe MCI. Moi, j'aime bien durant le podcast aider mes auditeurs à penser et passer en mode processus. J'imagine qu'il y a des moments où c'est pas bien de mettre en place des processus, il y a des moments où c'est mieux. Ça, on en parlera, ça m'intéresse vraiment parce que vous avez eu un grand développement. Mais pour aider l'auditeur à situer l'un de vos services ou l'une de vos entités, est-ce que tu peux me décrire dans les grandes lignes le parcours client? Où c'est qu'il vous découvre? Par où il va passer? Qu'est-ce que vous faites? Dans les grandes lignes. Ouais. Bon, la majorité, la majorité de nos services, donc on est une agence de conseil pour organiser des événements d'entreprise restons là. Donc c'est une entreprise, une marque de montre, une société pharmaceutique, une marque automobile, un constructeur de réacteurs pour les fusées, vont avoir un besoin d'amener ensemble une audience pour un objectif business. Co-créer, partager une information, communiquer ensemble, développer une relation, se motiver, etc. Donc une société comme ça va faire parfois appel à un prestataire externe, donc ils peuvent aussi organiser en interne parfois, va faire un prestataire externe pour pouvoir réfléchir à cet objectif qu'ils ont avec leur audience. Donc là, ça c'est la partie conseil, donc de discuter avec cette audience, comment on fait pour réussir l'objectif business. Avec la stratégie, on passe donc à la création, donc après il y a une mise en forme et une mise en contenu de ce conseil. Donc on va dire contenu-contenant pour activer cette audience. Et ensuite, il s'agit donc de production du contenu et production donc de l'environnement physique ou digital parfois dans lequel cette interaction va se passer pour arriver à cet objectif. Après, il y a donc une évaluation, parce que vu qu'il y avait une
performance recherchée. Il y a on doit comparer donc l'objectif, le RO, peu importe investissement ou sur autre ROI, ROE, ROO en objectif, une évaluation. Et donc, de nouveau, on revient dans le conseil. Donc, qu'est-ce qu'on a appris et comment on avance à partir d'ici. Petit retour d'expérience. Voilà, retour d'expérience. Et puis après, retour au début, de dire comment on crée maintenant, comment on continue. Si on a un rôle, de continuer avec une proposition de prochaines étapes pour continuer d'amplifier l'objectif, ou peut-être l'objectif est atteint, c'est fini, c'était un projet qui allait de A à B. Et donc, j'imagine, c'est des grandes boîtes qui font appel à vous ou c'est des PME ou... Alors, nous, notre stratégie, c'est de travailler pour des sociétés, on va dire, internationales de grande ampleur, mais c'est un choix que nous avons fait. C'est pour ça qu'on s'est développé à l'international, donc de travailler pour des entreprises qui nous sollicitent dans plusieurs de leurs entités à travers le monde. Et un peu comme si moi je vais au McDo, je sais que si je vais au McDo en Suisse ou aux États-Unis, j'aurai une même prestation, une même qualité. C'est ça. Et c'est ça l'objectif. Ouais, c'est ça. Après, et puis il y a des côtés techniques aussi. Bien sûr. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a de plus en plus d'exigences administratives, socialement, d'organiser que l'entreprise soit socialement responsable, protection des données, formation des talents, etc., etc. Donc on offre une certaine qualité et cette cohérence aussi à l'international, parce qu'il n'y a pas tous les prestataires dans tous les pays qui vont avoir les mêmes niveaux de qualité. Donc on essaie d'amener un peu de Swiss made un peu partout. Pour ça, l'image Swiss made, elle est quand même pas mal. Un peu. Je sais pas, elle est encore bonne, l'image Swiss made? Si, ça marche. Ça marche encore. Là, pour la partie qualité. Ça marche, c'est ça. Intéressant. Et là, maintenant, vous êtes dans le monde entier ou... Donc nous, notre stratégie, c'était d'être dans on va dire, les 30 plus grandes économies mondiales. En fait, les 20 à l'origine, aujourd'hui on est dans 30 pays, mais c'était les 20 plus grandes économies mondiales, moins quelques endroits où on n'est pas aligné, où on pense que l'environnement économique n'est pas propice pour une société internationale d'opérer. Donc là, on n'a pas fait, mais voilà, on est à peu près où on veut au niveau empreinte géographique. Par contre, on doit encore faire de la croissance significative. Parce qu'on a à peu près, pour faire simple, je parle de l'événementiel, mais en gros, on a 5 lignes de produits, je ne rentre pas dans les détails, et forcément, ces 5 divisions ne sont pas à pleine maturité dans les 30 pays. Donc, il y a encore beaucoup de place, et même à maturité, certaines de ces divisions ont encore du potentiel de croissance. Bien sûr. Et dans tout ça, pour maintenir cette qualité sur plusieurs, entre guillemets, pays, pas en guillemets, sur plusieurs pays, est-ce que vous avez... Quel est le rôle des processus là-dedans? Est-ce que c'est vital? À quel moment ça a fait une différence pour vous? Alors moi je viens un petit peu sur ce que j'ai appris dans un bouquin que j'ai lu au début de ma carrière qui s'appelait The Rockefeller Habits par Verne Harnisch. Donc c'est un livre vraiment qui traite de l'exécution et des priorités, mais je dirais presque plus exécution, mais indirectement c'est priorité. Et pour faire simple, il référence 10 Rockefeller Habits, je ne les connais pas par cœur, il ne faut pas m'interroger, on ne va pas faire un contrôle, mais essentiellement, qu'est-ce que j'ai appris dans ce bouquin qu'on a appliqué? C'est la première chose dans un groupe, et puis ça s'applique encore plus, on va bien se rendre compte par rapport au fait que je suis un groupe international, c'est que il faut que tout le monde, alors 80-20 principle, ça c'est quelque chose qui est aussi ancré dans nos manières de réfléchir, le 80-20, quel est le 20% des processus qu'il faut définir qui a un impact sur 80% du business. Pas 80% de processus sur 20% d'impact, ça va pas, c'est vraiment le contraire. Mais c'est que, en fait, les équipes soient alignées dans un métier où le capital humain, c'est ce qu'on offre à nos clients. Donc en fait, tout le monde doit comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ci, c'est quoi nos objectifs. Donc c'est vraiment l'alignement, on dit, de tous les maillons à l'intérieur de l'entreprise. Chaque maillon a son rôle à jouer pour que la chaîne soit forte. Il faut que tout le monde sache pourquoi est-ce qu'on est là. Donc c'est vraiment donc de réfléchir comme ça. Ensuite, donc par exemple, concrètement, j'organise 4 fois par an
une communication de moi en direct, alors des fois enregistrée, des fois en live, ça dépend du contexte et des messages à passer, puis, où tout le monde est invité dans l'entreprise. Donc vraiment, on appelle un town hall, il y en a qui appellent ça CEO update, mais donc vraiment 4 fois par an. Donc en fait, ça donne une opportunité aussi de poser des questions. Donc en fait, pour moi, l'idée c'est que si on est et toutes ces dates, Global Board Meeting, Town Hall, meeting des directeurs, meeting des DG, shareholder meeting, toutes les dates sont annoncées à peu près vers novembre de l'année d'avant pour toute l'année suivante. Parce que ça permet pour moi à structurer, ça va enlever des frustrations parce qu'on va se dire, ah tiens, moi, quand est-ce que c'est la prochaine fois que je vais savoir comment ça va la boîte ? Mais en fait, la réponse elle est donnée, donc il ne va pas avoir frustration. Ah, le 12 avril, c'est le prochain update, je vais savoir. Ça ne sert à rien de le demander le 10, ça sert à rien ce ne sera pas après. Ça ne sert à rien de demander en mars si je viens de faire un call en février, ça va être le 10 avril. Donc en fait, ça crée un certain calme dans un certain sens, parce qu'on sait quand est-ce qu'on va avoir l'information. Et ensuite, on a aussi hiérarchisé l'information. Donc, je fais toujours l'équipe la plus senior jusqu'à toutes les équipes. Donc en fait, le premier mois, les DG, le mois d'après, les senior directors, le mois d'après, toute l'entreprise. Et on fait un cycle. Beaucoup d'infos, de l'impôt un peu simplifié, parce qu'on ne va pas parler du bilan avec toutes les équipes, mais les DG c'est important, parce que je change les sujets par rapport aux audiences, et ce qui est important, on pense de partager. Donc c'est l'idée d'engagement des équipes, et c'est l'idée de rythme. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris dans les Rockefeller Habits. Parfois j'utilise l'exemple, j'aime bien prendre l'exemple de la nature, on ne plante pas une graine pour n'importe quelle plante à n'importe quel moment de l'année. Donc on ne va pas parler du budget de 2026 en juin. Ça c'est en décembre qu'on parle de ça. Donc au moins il y a chaque moment pour parler des différents. Donc aussi c'est de catégoriser l'information par rapport au beau moment de l'année. On ne met pas une graine n'importe quand, et après la graine on s'en occupe, on met de l'eau, on lui parle, elle se développe, et une fleur ne fleurit pas chaque année, toute l'année. Il y a des moments de floraison. Donc c'est essayer de penser à cette histoire de rythme, en fait. C'est ça que j'ai vraiment quand je fais en tant que dirigeant, que je prends comme donc, les équipes et du rythme. Ensuite, dans les Rockefeller Habits, ce que j'ai aussi appris, c'est donc en effet, pour pouvoir faire créer de l'engagement, donc là j'ai parlé, je ne suis pas dans l'ordre, mais donc les équipes, j'ai parlé donc de communiquer. Mais évidemment, il y a le plan d'action aussi. Et ce plan d'action doit être aussi partagé avec tout le monde. Alors on est passé par plusieurs étapes. Moi personnellement, en fait, c'est en tant que CEO, je parle, c'est forcément quand on est des petits, le comité de direction, qu'est-ce qu'on fait ce trimestre ? On est devenu plus grand, qu'est-ce qu'on fait ce semestre ? On est devenu plus grand, qu'est-ce qu'on fait cette année ? Ça change par rapport à la vitesse de croissance, la globalisation et la taille. Donc on a modifié un peu, suivant. Donc on était dans le trimestre quand on grandissait, je dirais. Quand on commence à être au-dessus de 20%, on réfléchit plus par trimestre ou semestre. Quand on est en 10 ou en dessous, on peut commencer à réfléchir sur une année. 20% par rapport à croissance du chiffre d'affaires. Ouais. Croissance du chiffre d'affaires de 20%, plus de 20% annuel. C'est un petit truc que j'ai comme ça, parce qu'il faut l'exprimer. C'est pas une science, mais ce que j'ai l'impression de mon expérience que j'ai remarqué, quand on commence à être plus de 20%, il faut décider beaucoup plus vite, beaucoup plus de fréquence. Quand on est à 10 ou 8% de croissance, on n'a pas besoin de la même intensité, forcément de décision. Donc en fait, dans ce bouquin Rockefeller Habits, il donne quelques outils justement pour aider ça, définir un thème sur l'année. Donc nous en ce moment, on est dans the race to 2030. Toutes les actions qu'on doit prendre pour être compétitif en 2030. Donc on est dans ce race. Alors il y a plusieurs sous-catégories après là-dedans. Et après ça descend donc au niveau du groupe, bureau, business unit, équipe et individu. Donc en fait après il y a le waterfall des priorités. Donc après nous, évidemment quand on était petit on contrôlait jusqu'à l'équipe. Après on a dû commencer à contrôler les business units. Maintenant on contrôle les bureaux et des divisions. Donc c'est un peu plus et un peu plus macro forcément. Avec la taille on est obligé de commencer à déléguer. Donc à mon niveau, voilà, c'est ce qu'on s'y avec mes directeurs, on s'élève petit à petit.
et donc d'autres personnes prennent le pouvoir avec le même processus. Bien sûr. Je note cette notion de timing que je trouve et de rythme et qu'on peut appliquer à peu importe moi typiquement moi perso avec ma femme, on fait une révision weekly review le dimanche. On sait que si j'ai pas fait des lessives ou si j'ai pas fait certaines choses pour que ça tourne bien, il y a un moment pour pouvoir le communiquer. Et si on extrapole sur le monde business, j'ai aussi l'impression que parce qu'on sait qu'on a un moment où on va pouvoir parler à notre chef d'équipe, à notre boss, on peut aussi se dire en fait ma demande elle peut attendre ce prochain moment. Exactement. Et donc on réduit un peu les interruptions. Exactement. Et j'ai l'impression mais pour que ça fonctionne, il faut que ces moments prennent place. Mais après avec l'évolution, on n'a plus besoin de faire peut-être un weekly, où le sujet change sur les weekly parce que des choses après marchent. Donc le processus est en place, donc il n'y a plus besoin de le réviser, il n'y a plus besoin d'avoir une priorité sur un truc qui marche. Ça sert à rien, après ça fonctionne. Je dis toujours, on n'a pas un processus pour aller aux toilettes. Bien sûr, pour faire un café. C'est ça, pour faire un café, c'est ça. Donc voilà. Comment vous partagez les bonnes pratiques admettons, aux États-Unis, il y a quelque chose qui vous permet de faire une économie ou de développer le marché. À quel moment ça a lieu? Et comment ça se passe? Alors justement, ça c'est une action clé qu'on a pris très tôt dans l'entreprise quand on a décidé de se développer à l'international. On a décidé, donc on avait deux choix quand on se développe. C'est donc on gagnait, donc il y a une rentabilité. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On le prend puis on s'achète des belles voitures ou peu importe, on investit dans le stock market ou peu importe, ou on le réinvestit dans l'entreprise. Et en fait, très tôt, quand on a fait qu'on a pris la décision d'être un groupe international, donc une des premières choses qu'on a fait, c'est donc de construire ce qu'on appelle chez nous un headquarter, donc un centre. Parce que ce centre, donc un head of finance, un chef d'HR, un chef du marketing, un COO, un CEO, un chef de l'IT, un chef de division, un coordinateur des ventes globales, etc. Et le rôle de ces équipes, c'est justement de partage de la bonne pratique, de se dire on voyage dans le monde, on met en place des processus, là c'est bien, donc on le documente, on centralise, on applique partout. On identifie, on documente, on décide, on centralise. Centraliser pas dans le sens centraliser la fonction, centraliser le processus pour qu'il soit appliqué partout. Après, il y a peut-être des choses, il y a quelque chose qui est fait partout un petit peu, on va centraliser là pour le coup et le faire en centrale pour tout le monde, comme la technologie par exemple, la bureautique. Il n'y a pas besoin que chaque bureau ait un CTO, CIO. On fait ça en global et puis on déploie quelque chose de cohérent. Et ça contribue à la qualité en plus. Donc c'est ça qu'on a fait pour scaler et créer et identifier les processus et partager les bonnes pratiques. Et on continue à cultiver ça et le rôle de ces équipes. Alors on a aussi des meetings, c'est toujours ce côté de rythme, des comités de direction pour chaque entité ou chaque division. Donc ce rythme crée des opportunités d'échange, identification d'actions et après on exécute. Ouais, je trouve ça fascinant parce que alors évidemment là il y a une certaine taille, mais même dans une entreprise un petit peu plus petite, pour les auditeurs qui nous écoutent, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre quand on prend le temps de s'arrêter, de se dire ok, Jean, comment il bosse? Pourquoi Jean, il est 2 fois plus efficace que la plupart des gens? Mais souvent, on est tellement occupé qu'on ne prend pas le temps, en fait, en tant que chef d'entreprise, de vraiment se dire ok, dans ma boîte, il y a toujours le 20-80. Tu parlais de ce chiffre, donc il n'y a pas toujours, mais souvent, des personnes qui performent. Alors évidemment, il y a peut-être la personnalité, il y a peut-être l'énergie, il y a peut-être des choses qui sont innées, mais des fois, c'est aussi des manières de bosser. Et je trouve qu'on prend le temps de s'arrêter, de se dire pourquoi lui, il est plus pertinent ou plus efficace ou il fait de la meilleure qualité et qu'ensuite, on essaye de l'implémenter. Je pense que sans forcément aller faire des séminaires à droite à gauche, on peut déjà, au sein de la boîte, avoir énormément de choses à glaner et mais c'est aussi, on vient tirer, à des choix. Profiter. Parce que par définition, un choix sur un processus veut par définition dire que le processus ne va pas être fait d'une autre manière. Donc ça a des influences sur comment la société travaille, ça a des influences sur les gens. Peut-être des gens qui sont
partis dans notre entreprise parce que ça leur convenait peut-être pas la manière dont on souhaitait s'organiser. Donc on a une culture de l'industrialisation dans ma société. C'est un choix conscient. Il y a des sociétés qui font le choix de la créativité et d'une organisation différente. Bon, ça m'a pas parlé, ça nous a pas parlé, mais c'est pas mauvais. Bien sûr. On parle de sociétés aujourd'hui sans hiérarchie, des choses comme ça. J'y arrive pas. Personnellement, j'ai regardé, j'ai lu. On est resté sur quelque chose de très classique. J'utilise. Ça a été développé ce concept plus pour identifier des criminels, mais la phrase c'est follow the money. Donc moi je pense que dans une entreprise, pour regarder aussi les processus, c'est regarder où est-ce que l'argent est fait, où est dépensé. Et là il faut qu'il y ait des processus. C'est quoi les processus pour faire de l'argent et pour dépenser moins, en fait, quelque part. C'est make and save money. À quel moment un processus est inadapté? Ou la mise en place de processus sont inadaptés? Est-ce que c'est une question de croissance? Est-ce que quand beaucoup de gens changent, beaucoup de gens viennent, partent, est-ce que pour toi il y a un moment où attention, c'est pas le bon moment pour se poser et clarifier comment est fait le travail? Je sais pas trop. Quand il est plus approprié, bon, il faut écouter les équipes. Donc il faut des méthodes pour la remontée des retours des équipes. Donc, dans notre entreprise, on fait une fois par année un très grand review. Et après, c'est à travers les différents meetings où il y a ce process je l'expliquais quand on se fait les différentes rencontres, c'est des opportunités pour la parole. Un des points d'agenda préférés de mes équipes, c'est le tour de table. Je l'ai oublié l'autre jour, là. Dans la comité de direction, c'est rare que j'oublie, c'est vraiment rare. Mais je l'ai oublié, on l'a pas fait, on a fini le meeting, personne ne m'a interpellé. Puis après, 2-3 m'ont écrit pour dire on n'a pas fait le tour de table, c'est le meilleur. Parce que c'est vraiment de se dire, est-ce que tout le monde peut parler, c'est ton quotidien, qu'est-ce qu'il y a librement, etc. On fait un petit tour, et puis des fois il y a des choses qui ressortent, et puis on les traite en parking lot, et puis on peut après je retéléphone derrière, et puis on fait le suivi sur les points. Donc ça c'est un point important d'offrir la parole aux équipes. Donc ça on notifie des choses. Mais après, donc encore une fois, plus on est grand, plus c'est différent. Aujourd'hui, ce que aussi j'ai appris dans Rockefeller Habits, je prends celui-là, mais il y a d'autres livres. Il y a le livre qui s'appelle The One Number aussi, je ne sais pas si tu l'as lu. Je ne l'ai pas lu. Donc quelque part, c'est quoi comment on peut suivre, c'est un peu ma philosophie quand même du follow the money à la fin, c'est quoi le pourcentage, le chiffre, le monétaire qu'on peut suivre autour de notre activité. Donc moi en fait, ce que j'appelle le diamond, le diamant, parce que c'est l'idée parce qu'une fois je travaillais sur un livre de projection, une dream map un peu, de projeter qu'est-ce que je voudrais dans l'avenir. Et puis j'avais pris un diamant pour représenter, j'aimerais que la boîte, ça tourne comme un diamant, quoi. C'est brut, mais c'est parfait. Quelque part, vraiment, c'est mon ambition. Donc on est aligné sur les process, etc. Maintenant, ça doit et puis donc, au bout d'un moment, dans Rockefeller Habits, donc sur ces quarterly, ces priorités trimestrielles, ces priorités semestrielles, il faut les mesurer de manière intangible. On ne peut pas dire ah cool, c'est bon. Non, c'est bon parce que c'est passé de 1 à 2, c'est parce que ça a fait 15%, c'est parce que ça a fait 100 000. Donc pas trop de feeling. Pas trop de feeling, il faut pouvoir mesurer quand même, parce que ça crée de l'intangible, ça met tout le monde d'accord. Tandis que je crois que c'est bon, je pense que ça marche pas, donc il faut quand même avoir donc on aime bien mesurer. Donc en fait dans cette idée-là, mais il y a beaucoup de choses, et puis des fois il y a plus ou moins bien, on ne peut pas tout mesurer quand on est dans 30 pays, 5 divisions, etc. Donc moi ce que je prends toujours, je dis à la fin des fins, c'est quoi qui est important? C'est que les équipes soient contentes, c'est que le client soit content, c'est que nos chiffres tournent, cash c'est l'oxygène, et qu'on ait une bonne entreprise, en anglais on dit good corporate citizen. Développement durable, une société socialement et environnementalement responsable. Donc c'est notre priorité. Donc c'est publier
un document certifié par une top accréditation au niveau de tout ce qui est environnement social, donc diversité, inclusion, tout ce qui est loi du travail, etc., etc. Donc on mesure toutes les choses à ce niveau-là. On a un KPI au niveau de eNPS, donc c'est certification au niveau de, et puis que le score s'améliore chaque année par rapport à donc c'est EcoVadis, donc on essaie d'être mieux chaque année. 2 sur le Happy People, c'est le eNPS qu'on prend comme chiffre, donc Employee Net Promoter Score. Donc les employés, les équipes répondent à la question, est-ce qu'on recommanderait l'entreprise comme un endroit à un ami pour travailler. Donc ça c'est le deuxième qu'on suit, qu'on essaie d'améliorer. Bon là on est assez haut, donc c'est maintenir aussi, c'est ok de maintenir, c'est une performance aussi. On a le NPS, donc la satisfaction client, donc tous les projets on envoie un formulaire de satisfaction, par exemple il y a X nombre de réponses, on essaie d'améliorer ça, mais à la fin ça donne le NPS. Donc ça, on peut le comparer. Ce qui est bien avec le eNPS et le NPS, c'est qu'on peut comparer ça en externe aussi. Donc il y a des KPI, je cherche en français, mais des fois j'ai des anglicismes. Des indicateurs clés. Des indicateurs clés publics en fait quelque part. Donc on peut comparer dans le domaine du service, professionnel, conseil. Il faudrait être à tel niveau de NPS pour être dans le benchmark. Donc on peut comparer ces deux-là. Et finalement, les chiffres, c'est le top line, le bottom line. Donc de follow the money et le 20-80, j'ai l'impression qu'un entrepreneur qui nous écoute et qui se dit bon, j'aimerais peut-être passer en mode processus, il pourrait se dire bon, qu'est-ce qui génère du cash, qu'est-ce qui coûte le plus et commencer là. Pas que, parce que follow the money, ça veut pas dire littéralement que le money, mais ça veut dire des choses qu'on peut mesurer. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, c'est ce que j'ai expliqué. Il n'y a pas que l'argent, mais follow the money. Mais déjà, moi, quand j'ai été sollicité parfois pour regarder dans une entreprise, pour aider un ami ou via une connaissance, je dis toujours, je peux voir le budget. Parce que je veux voir le budget. Est-ce qu'il y a un budget? Loyer, personnel, bonus, IT, entertainment, marketing, etc. Et il y a presque, j'ai jamais presque le budget. Intéressant, ouais. Et ça commence là, parce que s'il y a un budget marketing, c'est-à-dire qu'il y a une personne responsable du marketing, c'est-à-dire que cette personne doit arriver à certaines choses. S'il y a un budget pour les loyers, qui c'est qui est responsable de contrôler ce budget des loyers? Donc il y a une organisation. Donc en fait, le budget montre déjà si l'entreprise est organisée. Parce que quand même, pour créer un processus, prendre une action, une décision, c'est quand même des ressources humaines, financières, moyens divers. Pas mal. Là, je pense que ça transpire un peu. Super. Mais je rentre plus bas que ça, parce que c'est pas que le budget marketing. Après, c'est dans le budget marketing, c'est quoi les sous-catégories, etc. Et là, on peut épingler pas mal de monde. Ouais. Je pense que là, il y a du travail. J'aime bien la phrase de l'entrepreneur Goldratt qui a écrit The Goal, le livre de Goal. Je sais pas si tu parlais. Moi, je l'ai lu. Ouais. Mais j'ai pas lu. Moi, hein. j'ai lu son livre Théorie des contraintes. Okay. J'ai pas encore lu The Goal. Il y a longtemps. Tu recommandes? Tu te souviens? Non, plus vraiment. Ouais. Mais c'était l'idée si je me souviens bien, parce que c'était à l'Uni. Donc si on parle du même livre, c'est un livre qui traite de comment les processus il faut documenter, puis peuvent toujours s'améliorer jusqu'à la... Ça ne m'étonne pas que ce soit voilà, c'est ça, exactement. Il est pas mal dans les contraintes, les process, exact. Tout ça. Et lui, il dit au bout d'un moment, tous les investissements réalisés ailleurs que sur le goulet d'étranglement, c'est du gaspillage. Parce qu'au final, ça ne va pas forcément avoir une valeur pour le client final ou pour la boîte. C'est pas facile. Jared, t'es d'accord? Ok. Faut aussi se marrer dans la vie, on peut faire des trucs sympas aussi. Intéressant. De temps en temps. Ouais, okay. Donc c'est budgété. C'est ok, on peut un peu... on peut aussi rigoler, puis on peut un peu s'amuser. Dépenser sans forcément... Et puis on peut tenter des trucs. Donc c'est calculé, mais on peut tenter des trucs aussi de temps en temps. Ok, et donc par rapport à par exemple, si vous voulez explorer un nouveau business ou un nouveau marché ou une nouvelle offre, est-ce qu'il y a un processus là derrière pour explorer, ou c'est, voilà, on a trouvé la personne, tu veux faire ça, on sent que c'est pas mal et on est d'accord,
Et ensuite, c'est feu libre. Non, là on est quand même sur des choses core business quand même. Donc ça rentre dans le processus. Il y a quelqu'un, donc on est accessible. Il soumet au comité de direction. J'ai un projet, j'aimerais le présenter. Donc il va le présenter. Et puis après on va regarder petit à petit. Et après j'essaye le plus possible d'appliquer tout ce qu'on a appris de Alex Osterwalder, qui est de think big, start small et scale fast. Donc celui qui arrive avec son projet puis il veut 1 million le premier jour, c'est bizarre. Normalement, la première demande, c'est plus 10, 20 000, voire 0, parce que je vais aller parler à des clients simplement de l'idée, de voir comment ils réagissent. Okay. Donc, j'essaye d'appliquer ça et c'est pas facile, mais on n'est pas trop mal. On utilise ça. C'est un peu mon benchmark. Je demande plus que 20 000 déjà. C'est alerte rouge. Rappelle le nom? Alexandre Osterwalder, qui a écrit Business Model Canvas, et qui a pas mal écrit de livres sur les business models et l'innovation. Ok. Désolé Goldratt. En fait, je crois que j'ai la réponse. C'est-à-dire, toi, si tu dois identifier les éléments qui sont problématiques, c'est Diamond. Mais ensuite tu zoomes, c'est-à-dire tu vois on zoom. Ça c'est le big picture. En fait, le diamant c'est à la fin de l'année. Les équipes ils me disent alors comment on a réussi. Je dis à la fin pour savoir si on a réussi, big picture. Donc à la fin pour se simplifier la vie. Est-ce que les équipes sont contentes? Est-ce que les clients sont contents? Est-ce qu'on a une société qui a contribué? Et est-ce qu'on a généré du cash? Si on n'a pas fait de cash, on a raté quelque chose. Donc on a fait des erreurs. Si les équipes sont pas contentes, donc à la fin c'est en 4 indicateurs, on fait quand même un tour d'horizon de la santé macro. Après, bien sûr, on est dans 30 pays, encore 5-6 lignes de service. Quand on rentre dans le détail, oui, il y a des trucs qui n'ont pas marché, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de se prendre la tête avec chaque petit détail? Donc moi, je ne pense pas. Ce qui est important, c'est que souvent, alors ça, c'est un autre intervenant qu'on a eu là juste récemment cette année. Alors lui, il va plus loin que le 80-20. Alors, je ne me rappelle plus des détails, s'il y avait des détails scientifiques, mais il dit souvent 95% ça a été OK dans ce qu'on a exécuté. Puis il y a 5% qui ne sont pas bien. On ne va pas passer la nuit sur 5%. On va passer notre temps à parler des 95%. Bien sûr. Parce que comment on peut répéter le 80%? Les 5, ils vont se passer de toute façon. C'est clair. De toute façon. Quoi que tu fasses. Donc concentrons-nous sur ce qui était bien, ce qui a marché, prenons du plaisir et continuons d'avancer avec ce qui a marché, le renforcer, le répéter. Toi, tu as intégré la boîte, vous étiez 30, c'était en Suisse. Ensuite, quand vous étiez 800, tu as pris le rôle de CEO. Ensuite, vous êtes monté à 2500 collaborateurs. Oui. Comment tu fais pour t'extraire des opérations? On n'a jamais vraiment y allé. Pardon? En n'y allant jamais. Ah, ok. Mais au début… Mais au tout début, bien sûr, j'étais… Parce que tu as quand même cette expérience terrain qui donne une certaine forme de légitimité. Voilà. Et après, très vite, on a justement, donc avec mon père et les associés, on a très vite décidé qu'on voulait être une société internationale, make it a who question, et ça a été moi. Donc j'ai pris en charge le développement global du groupe. Ok. Ouais. Non, mais pour s'extraire, après il y a des opérations quand on dit, il y a des opérations même quand on est dans le leadership, les opérations c'est autre chose, c'est pas les opérations clients, c'est les opérations du business. Donc comment on s'y extrait, quand il y a une urgence, il y a une urgence, donc on rentre ou si quelqu'un n'est pas disponible, on remplace, donc on fait ce qu'il y a à faire, Mais souvent, je reviens un petit peu parce que c'est vrai que j'ai cette discussion souvent quand on m'appelle, on me dit comment je m'extrais des opérations, j'ai une PME, je suis au four au moulin, et en fait souvent je dis une de mes recommandations, alors je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est ce que nous on a fait, c'est est-ce que vous avez le courage de faire passer 50, 100 000, peu importe 200 000 ou 20 000 de la rentabilité sur la structure, sur travailler on the business, comme on dit, et pas in the business, c'est-à-dire de dédier des ressources spécifiques qui sont on the business. Donc nous on a créé ce HQ, ce que j'ai dit, donc ça a été très cher pendant des années, c'est de prendre des gens jusqu'à plein temps, voire des équipes avec le temps qui s'occupent du business. On en revient sur cette notion de décision et la foi entrepreneuriale où on se dit ça va bien se passer. C'est un investissement. Ouais, c'est ça.
conscient, calculé, structuré. C'était quoi la décision de passer à l'international? Parce que justement, vous étiez plusieurs. Alors, parce que c'est quand même c'est une décision, comme tu dis. Alors, c'était, je ne sais pas si aujourd'hui ce serait passé la même chose, mais il y avait un peu deux choses. La première, on va dire, du côté des fondateurs, ils sont tous partis d'un grand groupe pour monter leur boîte parce qu'ils étaient plus contents. Donc nous, on s'est dit, si on reste petit en Suisse, on va avoir des gens très forts et ils vont partir et puis ils vont monter un concurrent parce qu'ils seront plus contents au bout d'un moment parce qu'ils peuvent plus grandir. Et puis ces grands groupes n'offraient pas de croissance. C'est pour ça que les fondateurs sont partis. Donc depuis le début, ils ne voulaient pas une petite boîte. Parce qu'ils voulaient tout le temps pouvoir nourrir des gens talentueux avec de la croissance. Le deuxième aspect, c'est quand j'ai rejoint le groupe, j'ai fait ce que j'ai appris à l'école, donc j'ai un peu analysé le marché, SWOT analysis, etc. Donc j'ai passé un peu de temps dans mon coin, comme ça, sur mon ordinateur, à appliquer tous ces modèles de stratégie qu'on avait appris en business school aux États-Unis. Et puis j'ai identifié qu'il y avait une rationalisation de la relation client avec les agences. Donc c'était la croissance des départements achats. La croissance des départements achats allait enlever le copinage. Si je prends l'autre extrême, parce qu'il n'y a évidemment pas que ça, mais on va dire que de travailler avec peut-être un ami, etc. Alors ça se passe toujours, c'est très bien d'ailleurs, mais il y avait quand même des grands groupes mettaient en place des départements achats qui allaient rationaliser avec qui on travaille, plus de volume, et puis nous on est très contents parce que plus de volume, moins de frais commerciaux, donc on peut faire un prix plus bas. Donc une optimisation, une rationalisation, une professionnalisation. Et donc à ce moment-là, je me suis dit c'est l'opportunité d'être un groupe international. Et puis quand on regardait un peu dans le domaine du service, on a très vite vu, il y a des grands groupes de pub internationaux, les Omnicom, les WPP, les Interpublic qui travaillent avec des clients dans plusieurs pays. Il y avait les boîtes de conseil, les McKinsey, les BCG, sociétés de services aussi, qui travaillent avec des clients dans plusieurs pays. On s'est dit pourquoi pas nous, c'est le chemin vu que la Suisse c'est quand même petit. Maintenant le groupe aurait été créé à New York, peut-être qu'on serait que New-Yorkais parce qu'il y aurait eu beaucoup pour se nourrir, 14 millions d'habitants. New York c'est plus grand que la Suisse entière. Mais voilà, donc c'était un peu ces deux côtés. Ouais, c'était l'envie justement de passer, de se développer pour justement continuer à satisfaire les gens. Et les désirs, les désirs. On n'avait pas envie d'avoir une petite boîte, on avait envie d'une grande boîte. Ça nous excitait, on voulait une boîte internationale, on aimait l'idée de voyager, de travailler dans plusieurs pays, de voir le monde, ça nous plaisait, c'était un kiff. Tu parles de stratégie, l'école parle beaucoup de stratégie, j'ai l'impression, et peu d'exécution, alors que dans la réalité, j'ai l'impression que c'est l'exécution qui pose souvent problème. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de déséquilibre entre le temps d'antenne ou le temps attribué à la stratégie à l'école, dans les écoles MBA, etc. Et alors que si on va dans les boîtes, j'ai l'impression que c'est plutôt l'exécution de la stratégie qui pose problème. Est-ce que tu ressens ça? Pas forcément. Tu penses que les deux sont importants? Alors les deux sont importants, mais... Je sais pas. Alors moi c'est intéressant, la business school que j'ai fait, la première année, on a eu un cours obligatoire qui était savoir prendre des notes. Donc ça c'est de l'exé. C'est savoir prendre des notes pour être sûr que ce qui est dit, tu l'as retranscrit et tu peux le partager. Donc en fait, c'est quand même de l'exécution. Bien sûr. Quand on passe dans le système, en tout cas américain, c'était beaucoup à écrire des thèses, donc travail d'équipe pour écrire un document, peu importe qu'il soit une page, plusieurs pages ou une présentation, c'est de l'exécution de travailler en équipe. Même si le sujet qu'on traite ensemble, c'est de la stratégie, donc je pense que c'est peut-être une fausse perception. Quand on présente ensuite notre projet en live aux autres élèves dans le programme, c'est de l'exé, on présente quelque chose, donc on se met quand même en avant. Donc ça dépend comment on regarde le truc au niveau de l'exé. Mais on a, depuis qu'on est tout petit à l'école, je me rappelle en primaire, j'étais en France, on avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, on ouvrait, il y a des devoirs par jour, on apprend l'exé quand même. On apprend l'exé, donc je sais pas si... Peut-être le sujet parfois c'est de la stratégie, mais pas dans tous les cours. Intéressant. Ton conseil pour les dirigeants qui aimeraient mettre en place un ou plusieurs processus dans leur entreprise, qui aimeraient peut-être
s'extraire un petit peu. Alors, tu as parlé d'investissement, c'est-à-dire travailler sur le business plutôt que dans le business. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à ces personnes qui, encore une fois, tu as peut-être des amis qui t'ont appelé, disent je travaille 20 heures, je suis tout le temps au four et au moulin. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Je dirais qu'il faut commencer. Est-ce qu'ils sont clairs du pourquoi ils veulent ça et en fait, ils veulent quoi? Je sais pas, on est une PME dans un service, peu importe le domaine, à Lausanne. On veut quoi? On veut être régional, on veut être suisse, on veut être mondial. C'est déjà quoi l'intention? Parce que ça c'est important. Donc ce serait ma première question déjà. Et après, sur l'intention, on peut dérouler l'exécution de ça. Clarifier pourquoi on fait les choses. Au final, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et après, exécuter sur ce qu'on veut. Pas sur quelque chose d'intangible. Justement, c'est mets par écrit. Mets-moi la phrase. Je dirais, mets-moi la phrase de qu'est-ce que tu veux. Tu vois, j'aimerais que mon business soit international avec des équipes là parce que mes clients sont. J'aimerais lire cette phrase-là en entier. Et après, on peut passer à la deuxième étape. Et cette phrase-là, elle n'est pas facile. Moi je trouve que si, mais parce que tu as fait ce travail sur le why. Peut-être la mettre par écrit, mais c'est juste un process justement qui manque. Et en le mettant par écrit, après tout va se dérouler peut-être facilement en fait. Parce qu'en fait, quand on commence, on revient à la nature. Quand on a commencé puis qu'on a mis la graine, après ça se fait un peu tout seul. Il y a la pluie, etc. Et ça va quand même faire une fleur. Sauf si on ne protège pas. Et protéger, c'est protéger justement peut-être cette phrase clé. Intéressant. C'est le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention. C'est ça. Ouais. C'est The Secret. Ouais. Tu connais pas le livre The Secret, c'est ça. Je l'ai pas lu. Tu l'as lu toi? Oui, c'est le pouvoir de l'intention justement. Tu recommandes? Ouais. Il y a une vidéo YouTube sympa, mais c'est le secret, c'est le pouvoir de l'intention. Donc moi, par exemple, sur mon bureau, j'ai un petit personnage qui sourit pour me rappeler constamment d'être joyeux. Parce qu'au bout d'un moment, il faut être content. Donc en voyant, moi je crois aux artefacts, donc des choses tangibles, qui nous rappellent des choses. Et tu en as un toujours avec toi ou... Non. Ok. Après, il y a des étapes de vie, donc on est bien sûr. À des moments, il y avait, mais plus maintenant. Ça me fait penser à une citation. La meilleure décision que vous pouvez prendre, je crois que je sais plus si c'est Voltaire ou à vérifier, mais c'est d'être de bonne humeur. La meilleure décision que vous pouvez prendre, c'est d'être de bonne humeur. C'est bien ça. Et ça, je pense que c'est un bon rappel parce que des fois, on est pris dans les détails du quotidien et on oublie de sourire. En parlant des détails du quotidien, tu dis que les systèmes, process et habitudes libèrent. Ah ouais. Moi, je te rejoins totalement. Les gens qui me connaissent, ils savent que je partage cet avis. Mais ce que je vois aussi, c'est que beaucoup pensent, associent organisation, process avec une sorte de prison, une sorte de chaîne qui entrave la créativité. Ouais. En quoi la structure te libère? Moi, ça libère ma créativité justement. Donc c'est intéressant. C'est ça. Détail. Parce qu'en fait, moi, donc mon processus à moi, c'est que moi, c'est qu'en fait, quand je pense à quelque chose, en fait, je l'écris. Donc en fait, mon meilleur ami, c'est Notes dans le téléphone. Où je download tout ce que je lis, par exemple un bouquin, je vais faire un summary dans mes notes, comme ça je peux y référer de temps en temps. Chaque chose que je pense, ma to-do list pour cette semaine, cette année, ce semestre. Et en fait, ça libère totalement parce que j'ai plus besoin d'y penser. Et puis après, ça a des moments de revue. Donc moi, je vois ça comme justement une énorme opportunité de libération de temps et de charge mentale pour donner place au plaisir et à la créativité ou aux urgences, parce qu'il y en a et des fois ça ne va pas, il faut être clair. Mais en fait, moi je vois ça comme en fait une libération. Parce qu'en fait, c'est un peu, on prend un exemple tout bête, mais c'est l'administration perso. Donc heureusement qu'on doit remplir nos impôts chaque année au mois de mars, parce que sinon, ça serait le cirque. Ce serait pas possible. Et en fait, mais
En fait, j'ai pas besoin toute l'année. Je vais pas me prendre la tête avec les impôts. Dès que je reçois quelque chose lié à ça, je mets dans une corbeille, si c'est en imprimé ou digital. Et puis à un moment, il faut se taper, donc faut se poser. Il y a pas le choix. Il y a la deadline. Alors des fois, on demande 3 mois, enfin pas 3 mois, mais quelques semaines de plus, ou je sais plus. Et puis après, donc voilà. Mais on a dans mon agenda, j'ai impôts 15 mars. Voilà, et puis quelques jours avant, j'ai rencontré la fiduciaire pour faire ça. Voilà. En repeat dans mon calendrier, j'ai pas besoin de le réécrire, c'est en répète. C'est créer impôt 15 mars, répéter chaque année à l'infini que le 15 mars. Et après, t'y penses plus. Et après, j'y pense plus. Et puis ça va bien. Ah oui, tiens, ça y est, je dois aller là. Et dans le business, c'est un peu tout pareil. Donc en fait, comment la créativité, j'ai un conseil d'administration. Donc nous, on fait à peu près 4 fois par an. On fait 4 fois par an. Je dis à peu près parce que si on a besoin de plus, évidemment, on peut faire des calls. Mais il y a 4 formels, 2 live, 2 en digital, prévus longtemps à l'avance. Quel est un des sujets de l'agenda ? Ça va être, par exemple, la créativité, les nouveaux business, la croissance. Donc, je suis obligé d'y passer à ce moment-là. Donc, je ne vais pas y penser en janvier parce que je sais que c'est traité en avril. Donc, il y a un moment pour tout aussi. Et donc, ça libère totalement. Parce qu'avant, ça peut faire du brainstorming et puis après, il y a un moment d'ancrage, de décision. On stoppe maintenant, on continue de réfléchir ou il faut passer sur l'exé. Ok, on sent que le projet n'est pas prêt, on continue de réfléchir. Ça repart sur le côté. Donc, on peut continuer de réfléchir, on n'est pas dans l'exé. Et ce point de bascule, il est... c'est le comité de direction. C'est la décision, c'est la décision, c'est ça. Okay. Je me suis toujours demandé ce qu'un CIO faisait... Les tâches à haute valeur ajoutée, ces tâches leviers. Je sais pas, on se demande tous. Mais parce qu'en fait... Je peux pas partager le secret. Là. Non, mais c'est intéressant parce que je vais pas balancer. Parce que 20-80, parce que 5-95. Et tu dis, t'essayes. Avant 9h, pas de rendez-vous. Après 18h, pas de rendez-vous. Si tu fais pas des emails, c'est quoi ces tâches à haute valeur ajoutée ? C'est réfléchir ? Ouais. Réfléchir à stratégie, sans interruption. En fait, c'est d'être prêt pour tous ces moments clés qui sont prédéfinis. Donc en fait, c'est très organisé chez moi parce qu'il y a donc ce qu'on appelle l'agenda annuel avec tous les moments clés de l'année, que ce soit avec les bureaux, les personnes clés et la gouvernance de l'entreprise. Et en fait, j'ai pas besoin vraiment de réfléchir parce que ça me drive. C'est comme mon jardin. Il y a un moment, je fais les carottes, un moment les tomates, un moment les salades. Intéressant. C'est pas le même. Donc en fait, ça drive. Donc c'est hyper facile, en fait. Ouais, parce Après, ce qui est pas facile, c'est forcément les urgences, les problèmes, les choses comme ça. Donc ça vient en top. Mais de libérer le processus permet de libérer le jour pour justement pouvoir avoir ce temps pour les urgences. Parce qu'une urgence va pas prendre le dessus sur un process clé. Même s'il y a une urgence, il y a un comité de direction, il y a un conseil d'administration, il y a un team meeting à un moment. Donc même s'il y a une urgence, on est quand même obligé. Il y a 4 autres personnes au conseil d'administration, au comité de direction. Il y a comité de direction lundi à 8h. Même s'il y a une urgence, il y a quand même comité de direction à 8h. Puis ce problème, on va le laisser de côté, on va faire ce meeting-là, on va peut-être le traiter. Et après, on peut recommencer dessus. L'histoire des 9h, 18h, tu l'avais dit dans un podcast. Il faut se préparer pour un meeting et après un meeting, il faut écrire le compte-rendu de réunion et les actions. Donc, si on va faire un call à 7h, ça veut dire qu'il faut se préparer à 6h. C'est un peu intense. Alors, ça peut arriver parce que j'ai un business international, on est en Asie, mais j'essaye de rester dans cette fenêtre qui convient à tout le monde. Donc, par exemple, et je ne l'applique pas de manière égoïste, j'accueille tous les nouveaux membres des équipes 2 fois par an. Je fais donc des CEO welcome, donc en Teams. J'en fais un le matin à 9h et je refais le soir à 17h, donc la même journée, parce que je ne vais pas demander à mes équipes de se lever à des heures pas possibles. Donc je refais 2 fois pour être sûr que tout le monde peut être dans ces horaires acceptables. Après ça, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, j'aime bien ce terme d'urgence. Les urgences, est-ce qu'elles ont une place ? Est-ce que tu prépares des moments pour te dire, ok, je ne sais pas quand l'urgence va arriver, mais elle va arriver. Ouais. Est-ce que tu lui fais de la place ? Ou est-ce que tu n'as plus forcément besoin à ton niveau ? Non, je me suis beaucoup pris la tête
à cause des urgences, des problèmes. Généralement, si c'est urgence et que c'est pas fun, de temps en temps mais pas souvent. Surtout si ça arrive chez toi et que les autres, ils ont déjà filtré. mais je me suis beaucoup pris la tête parce que ça m'énervait, parce que je veux le diamant, moi, je veux que les process, les systèmes, que ça couvre tout. Donc, je me suis beaucoup pris la tête. Et puis, un jour, un ami là qu'on a parlé tout à l'heure, donc Alex Osterwalder, il m'a dit, mais en fait, et si tu changeais ton mindset, en fait, il va y avoir de temps en temps des urgences, des problèmes. Donc, si tu le sais, déjà, tu as une autre émotion par rapport à ça. Tu sais que ça arrive, c'est normal, ça fait partie du business, donc c'est de l'accepter déjà. Et déjà, ça m'a déjà simplifié la vie. Maintenant, ça ne veut pas dire un problème, c'est un problème, mais ça m'a simplifié la vie. Déjà, travailler sur ce mindset de se dire ça va arriver, quoi. Et toujours, on n'est jamais seul. On a des collègues, c'est ça la beauté d'un travail en équipe dans notre organisation, c'est qu'on a des collègues, on peut parler, on peut partager, on peut décider et résoudre les choses ensemble. Faut pas rester dans son coin. Donc c'est les deux choses, c'est comment on voit un problème, c'est normal, c'est quelque chose du business, et puis après c'est de le traiter en équipe. C'est toujours mieux que tout seul dans son coin. Et est-ce que c'est aussi ça qui t'a, je dévie un peu, mais qui t'a fait, est-ce que tu as cofondé IO ici en Suisse? C'est juste. Donc, oui, c'est une association. Voilà, mais je sais que beaucoup de chefs d'entreprise viennent chercher dans IO justement la possibilité, parce qu'on peut se sentir seul quand on est chef d'entreprise d'une PME, qu'on n'a pas forcément de directeur. Est-ce que c'était ça aussi une de tes motivations pour offrir la possibilité à des entrepreneurs d'avoir du soutien ou... Alors, moi, je suis curieux et j'aime l'information, donc c'est quelque chose que j'ai. Donc en fait, j'ai toujours cherché à aller me nourrir, et donc en lisant des livres, des articles, en allant à des conférences qui sont aussi pas dans mon domaine, et il y a tout cet environnement associatif qui est souvent pas connu. Souvent, je demande aussi, est-ce que quelqu'un qui est actif ou qui va venir me voir pour du conseil dans une PME, je vais dire, mais est-ce que tu es membre d'une association professionnelle dans ton domaine déjà? Parfois c'est non, parfois c'est oui, donc ça c'est cool déjà. Mais au-delà d'être membre, après ma deuxième question, pour celui qui me dit non, voilà c'est réglé, il faut que tu sois membre, sinon c'est n'importe quoi. Celui qui est déjà membre, ma question d'après c'est est-ce que souvent c'est des associations internationales? Est-ce que tu as déjà été au moins une fois à une conférence internationale? Et pas que rester dans ton marché en fait quelque part. Et je pense que, et donc ça c'est quelque chose que j'ai fait aussi, et ça m'a amené à, en fait via un de mes associés qui faisait partie de IO, et puis il m'a dit voilà, tu devrais regarder ça, tu pourras apprendre plein de trucs. Je trouvais ça cool, et puis bon voilà, après on s'est mis à plusieurs et puis on a lancé ça. Super. Tu restes informé, tu as un système justement pour t'informer. Ouais, j'ai un système, ouais. Parle-nous un peu de ton système, moi ça m'intéresse, j'ai écrit un bouquin sur justement la surcharge d'informations. Comment tu fais justement pour rester informé sans y passer trop de temps? Parce qu'évidemment, il y a tellement d'informations qui est créée chaque seconde. Comment tu fais pour trouver juste la bonne information pertinente qui te donne un feeling de qu'est-ce qui se passe et quelle sera la prochaine tendance? En fait, donc, je me sélectionne un set de sites ou de publications, de contenu. J'ai une sélection et pas que du business. J'adore le sport, donc je suis abonné. Baseball américain, basketball américain, football français. CLGP, Formule 1, donc j'adore le sport, donc j'ai mon système où je vais tous les matins, en fait je me lève avant toute la famille, je me lève assez tôt le matin, et en fait pendant mon petit déjeuner, je me nourris d'informations, donc c'est le matin en gros pour moi, à peu près 1 heure, tous les matins, je me nourris d'informations, je déjeune, et après... donc ça c'est avec une sélection en gros de quelques sites que de temps en temps je révise basé sur si je vois que ça me nourrit pas, etc. La plupart payants. Je pense que c'est un vrai sujet, j'investis parce que je pense que ça donne une qualité éditoriale et de contenu. Il y a moins peut-être de gaspillage d'infos sur les mauvaises choses. Donc j'ai la plupart des sites de contenu payants. J'ai fait cette décision il y a quelques années de me concentrer sur des sites payants et de mettre un petit budget là-dessus.
Donc c'est mon process, à peu près on va dire 1 heure. Et donc encore une fois, c'est du business. Par exemple, de lire un journal. Moi j'aime les Échos en France. Et puis après, donc, pas mal de sites sportifs comme l'équipe qui couvre pas mal de sports et on peut naviguer sur beaucoup de choses. Et puis je me laisse aussi le droit, évidemment, parce que je pense que c'est important de regarder du n'importe quoi aussi. Bien sûr. Parce que je trouve que c'est important pour comprendre les évolutions sociétales, mais je le vois comme ça. Donc c'est un peu... c'est stratégique en fait. Tu connais Feedly? Ça te parle, Feedly? C'est une sorte d'agrégateur de newsletters. Ouais, j'en ai eu plein dans le temps, mais j'ai jamais accroché sur les agrégateurs parce que j'ai l'impression qu'à la fin, il y a quand même un choix, un algorithme, et je veux pas ça en fait quelque part. Donc ça va pas marcher. Je crois il y a Apple qui est aussi Apple News, on peut sélectionner. J'arrive pas. Je préfère aller à la source et pas agréger tellement. Intéressant. Moi, je l'utilise depuis, je pense, 2 ans. Ce que je trouve intéressant, c'est la partie newsletter. C'est-à-dire, en fait, tu la reçois et tu reçois les newsletters directement dans un chacun autre endroit. sa productivité, bien sûr. Son hack bien sûr. perso. Bien sûr. Là, ça fait des dizaines d'années que tu es entrepreneur. Si tu devais donner 3 conseils intemporels. 3 conseils intemporels. Ouais, c'est-à-dire 3 conseils pour toi les plus pertinents que tu as appris. Je ne sais pas si c'est lié à l'entrepreneuriat spécifiquement, c'est le chemin que j'ai pris. Mais je crois que c'est d'avoir des rêves et des objectifs professionnels perso. Ces rêves-là, le but c'est de les faire, sinon c'est de mettre ces rêves dans une autre case, juste une case d'excitation, mais c'est pas d'exécution. Et puis comme objectif d'être bien heureux, je dirais, puis de kiffer la vie quoi, à la fin. Des fins, faut pas trop faire des projets qui sont trop difficiles. Dans le sens qui font du mal, faut être heureux quoi. C'est ça, c'est être ambitieux puis être heureux autour de cette ambition et de ses projets. Pouvoir se regarder dans la glace, comprendre. Ambition, ça veut pas dire plus, etc. C'est ambition, c'est juste un objectif perso, sans jugement. Ça n'a pas besoin d'être plus grand, plus fort, plus loin. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est sans savoir ce qu'on veut dans la vie le plus possible et puis d'exécuter autour de ça. Ouais. Puis si possible, faut que les projets soient facile. Si le projet il est compliqué puis tout à coup c'est trop difficile, probablement c'est pas le bon projet. Ça, c'est probablement pas le bon. Après des fois il faut être résistant aussi, mais ouais, c'est pas évident je peux pas trop donner de conseils. Chacun son aventure truc. Quoi, ouais. Chacun son aventure. Et en termes d'organisation, est-ce que si tu devais retenir qu'un seul élément qui t'aide beaucoup semaine après semaine, toi c'est tout downloader par écrit. Je download tout. J'écris. Après, ouais, on se comprend. On se comprend. Mais tout ce qui est relevant, je note pour pas oublier. Pour revenir dessus. Puis des fois, il y a des trucs, ça s'est fait naturellement, ça s'est résolu tout seul parce que je suis pas revenu dessus. Mais je note tout. C'est impossible de me dire, on va faire des courses, j'achète 3 tomates, 2 salades, 4 bananes. C'est impossible. Je me rappellerai pas parce qu'en fait, je réfléchis trop. Il faut pas écrire. Ah, mais moi le premier. Et est-ce qu'il t'arrive de relire et relire encore et encore un livre? Non. Non? Jamais. Parce que je l'ai noté. La prise de notes a été faite. La prise de notes a été faite, puis je me concentre sur qu'est-ce que j'exécute autour de cet apprentissage. Donc sinon c'est poubelle. C'est soit on prend pour faire, ou c'est poubelle. C'est facile. Je veux pas me compliquer mon cerveau à garder des concepts qui ne servent pas là. Par contre, des fois, évidemment, il y a des évolutions. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais peut-être revisiter de temps en temps. Je dirais, quand même ce processus-là ou cette manière de penser, je vais peut-être la revisiter. Je vais relire les notes rapidement. Peut-être ça va m'influencer un petit peu. Mais je peux très très vite aller relire mes notes. Et peut-être dans quelques années, j'aurai un petit agent, Sébastien, grâce à toutes mes notes et tout ça, qui va pouvoir me donner des conseils. Mais bon, on verra bien. Avec l'AI. Vas-y, parle-moi un peu de l'intelligence artificielle. On avait commencé comme ça. Toi, aujourd'hui, tu l'utilises, tu m'avais dit, notamment pour t'aider des fois dans le ping-pong créatif, c'est ça? Ouais. Analyse, recherche, ping-pong créatif, c'est comme parler à une personne. C'est un des points de source. Je pense toujours, je me rappelle, mon prof de maths, il m'avait dit, si on tire un trait entre 2 points, c'est pas forcément droit. Entre 3 points, c'est quasi sûr que la ligne est droite, parce qu'avec 2 points
Avec la règle, on peut s'être trompé, puis on arrive quand même au deuxième. Avec 3, il faut déjà y aller pour se tromper. Ouais. Et puis, plus il y a d'étoiles dans le ciel, de points d'information, plus on peut faire une jolie forme. Donc, c'est un peu ce que je recherche. Tu connais Notebook LM ? Qui ? Notebook LM, ça te parle ? Non. C'est un truc que j'ai découvert récemment où en fait c'est une sorte de chat GPT, sauf que tu lui donnes les sources. Okay. Et il va essentiellement se concentrer sur la source que tu donnes. Copilot fait ça, presque tous les AI font ça, on peut donner des sources. Mais donc ce sera à voir l'AI où ça évolue, c'est sûr et certain que c'est révolutionnaire, ça va être fantastique. Pour moi, ça manque un petit peu de capacité de production encore, d'exécution de tâches non productives. Réserve-moi un billet d'avion pour la semaine prochaine, parce qu'en fait c'est compliqué aussi, le brief il est pas assez, en réalité je demande aussi un truc impossible, parce que c'est pas assez détaillé en fait, ça va prendre un peu de temps à le former, mais réserve-moi un billet d'avion la semaine prochaine, je vais à Paris, il va pas deviner que je vais y aller le matin pour être en rendez-vous à 9h, et puis que je vais rentrer le soir pour dîner par exemple, donc il faut, quelque part aujourd'hui c'est vrai que le brief doit être assez complet, mais pour moi ça manque encore dans l'exé, même des choses simples, de mettre en page des lettres ou des PowerPoint ou des Excel, on n'y est pas encore. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des outils tiers, etc., mais on va pas avoir un outil pour chaque truc. En fait, moi, donc je veux me simplifier, donc je reste sur l'environnement Microsoft personnellement. Intéressant. J'essaie de travailler autour de ça, donc je suis les évolutions de Microsoft, plus ou moins. C'est un choix. Ça me fait penser à une question qui m'arrive de poser. Est-ce que tu as un ou une assistante pour t'aider à organiser tout ça? Oui, j'ai du support secrétarial. Super intéressant. Ok. Et une lecture que tu recommandes, une lecture business que tu recommandes pour les gens qui nous écoutent, qui t'a beaucoup apporté? Moi, From Good to Great de Jim Collins, je pense que c'est le bouquin. Il faut lire Good to Great, et quand vous avez fait tout ce que ça dit, après vous lisez le deuxième bouquin. Ça marche. Super. Cool. Sébastien, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as offert. Je sais à quel point ton temps est précieux. Je te souhaite tout le meilleur. Tout le monde. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de ce format long. Pour booster ce podcast qui explore l'importance des processus pour les entrepreneurs, je vous invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast du smartphone de votre voisin. C'est ça qui m'aide à augmenter la visibilité de mon projet, de ce podcast, et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres entrepreneurs et experts pour évidemment vous partager ces futures pépites. À très vite.